Nous comptons ce jour 3 661 malades, soit près de 800 de plus qu'hier. À l'heure à laquelle je vous parle, 79 personnes sont décédées, 154 malades se trouvent toujours dans un état grave, notamment dans les services de réanimation. Et permettez-moi ce soir d'avoir une pensée particulière pour ces malades qui se battent contre la maladie, pour leurs familles et pour les soignants qui sont à leur chevet jour et nuit. Nous comptons heureusement de nombreux patients guéris de cette infection. En définitive, et je le rappelle, ce sera le cas, la guérison, pour 98% d'entre eux. Nous constatons néanmoins que la propagation du virus sur notre territoire s'accélère, particulièrement dans certaines régions. Nous savons surtout que nous ne sommes qu'au début de l'épidémie. Je l'ai déjà dit, nous raisonnons en permanence à partir des données scientifiques, des données sanitaires. Ces données nous montrent que l'épidémie, je vous le disais, est installée en France et plus largement en Europe. Ces données nous montrent également que malgré les mesures que nous prenons, l'épidémie progresse, c'était attendu. Nous consultons régulièrement le conseil scientifique que nous avons installé et prenons ainsi des décisions éclairées de leur avis. Si nous savons que l'évolution de l'épidémie est rapide et réelle, ses effets sur notre population et notre système de santé peuvent encore être modérés. L'accélération n'est pas qu'une affaire de chiffres ou de courbes. Elle est une réalité que vivent désormais nos concitoyens au quotidien. Une réalité pour nos professionnels de santé en première ligne face aux malades. Une réalité pour nos personnes âgées et fragiles qui vivent dans la crainte et désormais la contrainte, celle de rester chez elles, celle de limiter leurs contacts, parfois même celle de s'isoler de leurs proches. Une réalité pour tous ceux qui aiment leurs proches et craignent de les voir touchés par l'épidémie. Une réalité pour tous ceux dont l'école est fermée, dont l'activité est bloquée, dont la sortie est annulée ou dont l'ami est confiné. C'est pour toutes ces personnes, fragiles devant l'épidémie, que nous menons une action avec une détermination sans faille. Nous ferons pour eux tout ce qui est nécessaire. Et c'est à toutes ces personnes que nous tous, en tant que citoyens, devons un respect total de toutes les consignes édictées. Nous leur devons un civisme exemplaire, car c'est le civisme de chacun qui protège la santé de tous. Il est encore temps de nous adapter à ces nouvelles réalités. Il est encore temps de modifier strictement et scrupuleusement nos comportements afin de nous protéger tous, des plus jeunes aux plus âgés, individuellement et collectivement. Pour cela, le président de la République l'a expliqué hier, nous devons prendre des mesures fortes, des mesures fermes, des mesures courageuses. Je rappelle tout d'abord à chacun qu'il est le premier acteur de sa protection et de la protection des autres. Depuis le début de l'épidémie, toute la population, aux côtés des soignants, a l'opportunité de sauver des vies. En limitant nos déplacements, en protégeant les aînés, en respectant strictement les recommandations, en nous lavant les mains régulièrement. Cela veut dire, au-delà des bons réflexes personnels, respecter ce qu'on appelle la distanciation sociale et dont je rappelle les principes. Ne pas se saluer par un contact physique, que ce soit en se serrant la main ou en se faisant la bise. Garder tant que possible 1 mètre de distance avec chaque personne. Limiter les déplacements non indispensables, les visites aux personnes âgées ou fragiles, en résidence comme à domicile. Ce soir, je vous appelle à répondre à ces enjeux et à montrer la force de l'humanité dans l'épreuve de l'adversité. Rappelez-vous simplement que la première des marques d'affection, c'est le souci de l'autre. Le souci de l'autre, en toutes circonstances, c'est le protéger. Et protéger, en épidémie, c'est se distancier. La circulation accélère et nous devons donc plus que jamais la freiner. Plus nous la freinerons, plus de temps nous aurons, mieux nous la gérerons. Plus nous retardons, mieux nous nous préparons. Freiner l'épidémie,
c'est limiter tous ces lieux de circulation. Le Premier ministre a annoncé ce midi que le seuil au-dessus duquel les rassemblements seraient interdits était abaissé à 100 personnes sur l'ensemble du territoire. J'ai pris aujourd'hui l'arrêté qui met en œuvre cette mesure. C'est un seuil, nous le savons, qui concerne encore plus les sorties quotidiennes des citoyens, par exemple dans les cinémas ou encore les salles de spectacle. C'est à ce prix important que nous pourrons limiter les effets de cette épidémie. C'est à ce prix que nous pourrons donner plus de latitude à nos soignants pour prendre en charge les patients qui arrivent en nombre dans les hôpitaux de notre territoire. Car si la circulation du virus accélère, notre préparation accélère elle aussi. Le président de la République a ainsi annoncé des mesures pour préparer l'hôpital et le système de santé. La déprogrammation de tous les actes de soins non urgents dans nos hôpitaux. La mise en place du plan blanc au niveau 2. L'appel, et que je renouvelle, à la mobilisation des étudiants en médecine, des jeunes médecins retraités, pour qu'ils rejoignent la réserve sanitaire. Ils sont déjà nombreux à répondre à l'appel. Les médecins de ville, les soignants de ville, comme ils s'y préparent et comme nous les y aidons, passent progressivement en première ligne dans la prise en charge des malades. Le SAMU doit être réservé aux situations urgentes. Si vous présentez simplement des symptômes, sans risque immédiat, il faut privilégier le contact avec votre médecin traitant. Si vous avez une question non médicale, il faut privilégier le numéro vert, ouvert H24, le 0800 130 000. Si vous ne trouvez pas de médecin disponible, la simplification de la télémédecine est en cours et les téléconsultations sont tout à fait possibles. La distribution des masques répond à une logistique complexe dont je fais une priorité. Protéger nos soignants, c'est nous protéger nous-mêmes. C'est pour cela que nous avons déjà distribué à l'ensemble des professionnels de santé 25 millions de masques et que nous continuons et continuerons à le faire. Sur la base d'un avis du Haut Conseil de santé publique, j'ai choisi de mettre en place une stratégie efficace de gestion et d'utilisation des masques sur tout le territoire national. La priorité est donnée aux professionnels de santé, qui sont en première ligne pour prendre en charge les malades. Cette stratégie sera appliquée les 2 prochaines semaines. Nous l'adapterons bien entendu aux besoins constatés ainsi qu'à l'évolution de la situation et des ressources disponibles, territoire par territoire. Tout le gouvernement, aux côtés des services de l'État et les collectivités, est pleinement mobilisé pour limiter les conséquences dans tous les domaines. Pour l'organisation des cours et des examens, pour les gardes d'enfants, pour mettre en place le télétravail et préserver notre économie. Les assistantes maternelles restent ouvertes. La concentration au sein d'un même établissement de plusieurs dizaines d'enfants est un facteur important de propagation du virus, et c'est pourquoi les écoles et les crèches ont été fermées. Mais les structures qui accueillent des nombres d'enfants beaucoup plus réduits ne présentent pas les mêmes risques. Les scientifiques nous indiquent que le seuil en dessous duquel les risques de propagation du virus sont moindres s'établit autour de 10 enfants. Cela signifie que les structures qui accueillent moins de 10 enfants présentent des risques moindres de propagation du virus et sont sans risque pour les professionnels. Partant de ces avis scientifiques, nous avons donc pris les décisions suivantes en coopération avec ma secrétaire d'État, Christelle Dubos. Les établissements d'accueil du jeune enfant accueillant plus de 10 enfants sont fermés. Sont donc concernés les crèches, les maisons d'assistantes maternelles accueillant plus de 10 enfants. Les assistantes maternelles exerçant en maison d'assistantes maternelles bénéficieront de l'activité partielle. Nous allons le mettre en place très rapidement. En revanche, les structures qui accueillent moins de 10 enfants doivent être maintenues. C'est le cas des microcrèches, elles restent donc ouvertes. Et c'est bien sûr le cas des assistantes maternelles qui peuvent ainsi maintenir leur activité. Pour essayer d'apporter le plus de souplesse possible sur le terrain, pour permettre aux parents de pouvoir continuer à aller travailler, nous avons également pris d'autres décisions. D'abord, garantir
que les enfants des personnels essentiels pour notre système de santé et de prise en charge des personnes les plus vulnérables puissent être accueillis lundi dans les écoles et les collèges, ainsi que dans les crèches. Il n'y aura pas de classe, mais des enseignants seront présents dans ces établissements pour accueillir les enfants des personnels essentiels à la santé du pays. Les rectorats et les préfets sont chargés de mettre en place le maintien de cet accueil localement. Pour les enfants de moins de 3 ans, nous souhaitons que les assistantes maternelles puissent être particulièrement mobilisées. Nous allons activer, pour la généraliser, une dérogation qui existe dans les textes et qui permet aux conseils départementaux d'autoriser les assistantes maternelles à accueillir jusqu'à 6 enfants de moins de 3 ans simultanément, contre 4 aujourd'hui. Nous allons également inscrire dans la loi le service universel d'information aux familles qui devra rapidement permettre que figurent toutes les disponibilités des assistantes maternelles et des crèches lorsqu'elles correspondent aux critères de maintien d'ouverture de la façon la plus actualisée possible, de manière à ce que les parents puissent avoir l'information la plus claire, la plus rapidement possible. Pour les enfants en situation de handicap, le gouvernement et la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, travaillent à des recommandations spécifiques pour tous les établissements concernés. Hölderlin disait que là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. C'est à nous, face à ces difficultés, de créer les nouvelles solidarités qui deviennent nécessaires. La France est prête à ces réalités et je sais pouvoir compter sur la responsabilité et l'investissement de chacun. Les semaines qui suivent vont voir changer profondément nos habitudes, nos modes de vie, notre fonctionnement et notre quotidien. Je suis conscient des efforts que cela demande, des inquiétudes que cela suscite. Je sais aussi que notre nation se rassemblera pour sortir de cette crise sanitaire sans précédent. Dès aujourd'hui, nous faisons face à cette menace inédite qui se présente. Par notre action, nous renforcerons ensemble notre système de santé, notre modèle de solidarité, notre Europe de la fraternité, afin de pouvoir faire face ensemble, aujourd'hui et demain. Faire face à la crise et faire face à ses conséquences. Je vous remercie. Voilà, on vient d'écouter Olivier Véran, ministre de la Santé. On répète les quelques chiffres qu'il a donnés. Désormais en France, 3661 cas avérés de coronavirus, c'est-à-dire 800 de plus qu'hier, 79 décès et 154 patients dans un état grave. D'une certaine manière, et je vous pose la question à tous les deux, qui êtes médecins, professeurs sur ce plateau, il a répété d'une certaine manière tout ce qui avait été annoncé, mais il y a quelques mesures supplémentaires avec cette idée qu'il faut continuer à freiner la maladie et que nos modes de vie vont changer. Est-ce que c'est la bonne méthode, professeur Juvin ? Moi, je crois que c'est la bonne méthode. D'abord, je rappelle que, évidemment, on n'a pas de données concernant le coronavirus, qui est une nouvelle maladie, mais quand on prend les données que nous connaissons bien depuis des années sur la grippe, on a montré une chose très simple avec la grippe, c'est quand on ferme les écoles dans un pays où il y a une épidémie de grippe, l'épidémie est moindre. Parce que les enfants sont des vecteurs de la maladie. Donc, par parallélisme des formes, on peut penser qu'avec le coronavirus, on aura un même effet. Et c'est pour ça que le président, je crois, a eu raison de fermer les écoles. Ça, c'est un sujet. Après, la fermeture des écoles, et le ministre de la Santé vient d'en parler, a aussi des effets sur nos établissements. Dans nos services, nous avons des gens qui ont des enfants. Et évidemment, le pays qui gagnera la guerre contre cette épidémie, c'est le pays qui aura à la fois cette capacité de tenir 3 mois et de rester organisé. Pour rester organisé, il faut des troupes. Et on a besoin de tout le monde sur le pont. C'est pour ça que les enfants seront gardés dès lundi dans les écoles. Jean-Michel Constantin, professeur Constantin, je le rappelle, anesthésiste réanimateur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On a entendu le bilan. 18 personnes décédées de plus qu'hier. Est-ce que, pardonnez-moi de vous parler sans cesse de l'Italie, mais c'est quand même un fantasme qui secoue fortement la société française, est-ce que ça vous semble ressembler à la courbe asymptotique italienne qui effraie le monde entier désormais ? Je rappelle qu'aujourd'hui, l'OMS a dit que l'épicentre du coronavirus s'était déplacé, qu'il n'était désormais plus en Asie, mais en Europe. Ce qui est sûr, c'est que ce serait totalement irresponsable de ne pas regarder ce qui se passe en Italie. Si on a une chance, c'est d'avoir 10-12 jours de décalage par rapport à eux.
Et ça nous laisse 12 jours pour essayer d'apprendre. On en a parlé, effectivement, de rassembler les patients, c'est une mauvaise idée. Il faut les séparer, il ne faut pas les mélanger avec les autres. Donc tout ça, on l'a appris. On essaie de faire mieux. On a l'impression qu'on arrive à maintenir. On a l'impression qu'on a un coup d'avance en termes d'ouverture de lits, en termes d'offres de réanimation sur le plan national. Est-ce que vous voyez une courbe quand même de forte augmentation de l'arrivée de patients, par exemple, à la Pitié? Mais à la Pitié, en Ile-de-France, elle est majeure, elle est exponentielle depuis le début de la semaine. On double les patients. On est passé de 10 à 110 en 5 jours. Tout de suite, on a encore un peu d'avance. Ce serait très présomptueux, je pense, de la part de qui que ce soit, de dire qu'on va garder l'avance jusqu'au bout. On fait tout pour. Ça commence probablement par la fermeture des écoles, par l'isolement social, entre guillemets, qu'on essaie de générer. Nous, on fait notre job. J'espère que ça va suffire. Alors évidemment, on va parler aussi des conséquences économiques, parce que toutes ces décisions, elles ont et elles vont avoir des conséquences économiques, mais elles ont aussi des conséquences sur notre vie quotidienne. Bonsoir Louise Touré, je vous ai pas salué quand vous êtes arrivée sur ce plateau. Vous êtes journaliste spécialisée dans l'éducation à France Culture. J'ai une émission, je suis productrice à France Culture. Productrice, pardon. Et vous venez d'entendre Olivier Véran. Il a annoncé toute une série de décisions, et notamment que les écoles resteront ouvertes, que les profs iront travailler pour accueillir notamment, c'est ce qu'on disait à l'instant, tous les enfants des personnels soignants, médecins, infirmières, brancardiers, etc., etc. Il semble que, évidemment, on ait besoin des médecins, des infirmières, de tout le personnel hospitalier, et qu'il faut trouver des solutions. Après, pour les écoles, évidemment, il n'y a pas de précédent à cette situation. Donc, pour les enseignants, il va à la fois falloir accueillir ces publics. Bon, ils sont quand même pas très nombreux, évidemment, et puis faire la classe aux élèves qui resteront chez eux, parce qu'il y a une continuité pédagogique qui doit être assurée. C'est la grande question pour les scolaires. C'est pas une question de santé publique. Là, on n'est pas sur des vies à sauver, qui est évidemment la priorité. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à ces élèves qui resteront chez eux avec leurs parents, si c'est possible, des parents qui vont eux-mêmes télétravailler. Donc oui, la vie quotidienne, elle est forcément extrêmement touchée. Et tout le monde aujourd'hui se demande, les gens qui ne sont pas directement affectés par l'épidémie, comment ils vont tout simplement s'organiser dans leur journée, dans leur semaine, pour maintenir à la fois une activité professionnelle et puis occuper leurs enfants intelligemment et assurer cette continuité. Tous les gens qui restent un peu avec leurs enfants à la maison savent que ça va être un peu compliqué. Avec la question du maintien ou pas des examens également qui affolent un certain nombre... Non, mais ça a été dit. Il va y avoir des aménagements, évidemment. Je voudrais vous présenter, si vous nous rejoignez, Stéphanie Villers. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci d'être avec nous. Bon, on a ce matin entendu le ministre de l'économie. Il semble qu'il y ait une volonté manifeste très forte du politique d'être à la hauteur des enjeux et même de lâcher du lest sur le plan plusieurs dizaines de milliards, semble-t-il, pour compenser ce drame économique qu'est en train de vivre la France, l'Europe et le monde. Ça va être nécessaire parce que l'économie française va être en pause. En fait, on va arrêter en tout cas, on va moins produire. On voit déjà les dégâts sur le secteur des transports, le secteur aussi hôtelier, le tourisme. Bon, petit à petit, maintenant, avec la fermeture des écoles, eh bien, c'est d'autres secteurs qui vont être touchés. Donc là, il va falloir effectivement passer cette période ultra délicate, puisque on va vraisemblablement rentrer en récession, c'est-à-dire que la croissance, faut le dire, va baisser. Donc, ça faisait un petit moment que la France n'avait pas été en récession. Ça va être un moment historique, non? Oui, mais là, si vous voulez, c'est un choc qu'on appelle exogène, temporaire. C'est-à-dire qu'on peut passer cette période-là. C'est-à-dire que on est en pause, pas pour des raisons, pas parce que intrinsèquement, structurellement, on a des problèmes. C'est juste parce qu'on doit, pour des raisons sanitaires, arrêter de produire, arrêter de consommer. Si on est effectivement en plus confiné, on va aussi moins confiner. Donc cette période-là, économiquement, elle est jouable. On peut effectivement la passer, mais je pense que le gouvernement a pris conscience des enjeux. C'est-à-dire qu'il va falloir aider toutes les entreprises à passer cette étape-là. C'est-à-dire qu'il faut continuer à payer les salaires, mais quand on n'a pas de trésorerie et on fait pas de chiffre d'affaires, il va bien falloir trouver une aide de l'État. Et les annonces faites aujourd'hui et par le passé... Justement, si vous m'autorisez, je voudrais qu'on écoute Bruno Le Maire. C'est le ministre de l'économie. Il était sur notre antenne aujourd'hui. Éric disait à l'instant des milliards et des milliards, mais surtout, écoutez bien, il a fait une autre promesse. Aucun salarié ne perdra un centime. L'État prendra
à sa charge l'indemnisation de tous les salariés placés en chômage partiel, quel que soit leur niveau de rémunération, alors qu'aujourd'hui c'est plafonné à un SMIC. Pour tous les salariés, les 99% de salariés qui ont des niveaux de rémunération qui aujourd'hui vont se retrouver en chômage partiel et qui pourraient perdre de l'argent, nous prendrons cela à notre charge. On est capable d'évaluer ça. Hier, le président de la République a dit quoi qu'il en coûte. Il l'a répété 3 fois. Aujourd'hui, Bruno Le Maire dit aucun salarié ne perdra 1 centime. Il y a les entreprises aussi, les prêts bancaires, les reports de charges, etc. Mais ça va coûter effectivement sans doute des dizaines de milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les promesses qu'on a faites aujourd'hui, elles ne sont plus d'actualité. C'est-à-dire les promesses en matière budgétaire. Oui, sûr. Non, mais de toute manière, face à... C'est une crise, c'est une crise économique. Il faut une action choc pour effectivement faire face. Donc tout ce qui est déficit public, bien sûr, on oublie. Bien sûr, Mais on pense Bruxelles ne va certainement pas revenir sur ces contraintes. On pense aux salariés, et Bruno Le Maire vient d'en parler, mais moi je pense ce soir aussi à toutes ces petites et moyennes entreprises, ces commerçants, ces artisans qui ont pris de plein fouet la crise des Gilets jaunes, qui ont pris de plein fouet la grève des transports, qui prennent de plein fouet désormais le coronavirus. Est-ce que ce qu'ont annoncé et Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, c'est suffisant pour leur permettre de passer cette séquence? Alors c'est assez compliqué à répondre parce que... Avant, effectivement, cet épisode d'épidémie, il y avait vraisemblablement des entreprises qui étaient déjà très fragilisées. Donc, bon, alors, les maintenir hors de l'eau, c'est bien, mais on espère... Quelles sont les principales mesures, d'ailleurs? Parce qu'on a vu qu'il y a un archipel de mesures, mais beaucoup de ceux qui nous écoutent là maintenant, nous regardent, n'ont peut-être pas écouté ou regardé Bruno Le Maire ce matin à 8h35 chez Jean-Jacques Bourdin. Quelles sont les mesures les plus basiques qui sont censées aider et les salariés et les patrons et les entreprises? Alors d'abord, c'est vraiment les entreprises qui sont concernées pour essayer de passer cette tempête-là. Donc c'est financer tout ce que l'entreprise doit payer. Donc elle a ses charges à payer, elle a ses salaires, elle a aussi ses fournisseurs, elle a aussi ses remboursements d'emprunts. Voilà. Et sur ces 4 postes-là, si les caisses sont vides, il va falloir que l'État prenne le relais. Et c'est a priori ce qui a été dit. Donc ce qui a un coût effectivement colossal. Surtout si l'épidémie dure longtemps, en fait. Là, c'est aussi... tout dépendra, donc c'est bien impossible de faire un calcul, une évaluation du coût total de ce type de mesures, parce que l'essentiel dépendra de la durée de cette épidémie. Si ça dure, là pour l'instant c'est annoncé à 2 semaines, personne n'y croit, mais bon... mais si ça dure 2 mois, ça ira. Mais si on doit aller jusqu'au mois de septembre, là, pour le coup, il y aura Pardon pour cette question hors sol, mais on l'a vu dans des débats qui précédaient l'arrivée du coronavirus, la France était à l'os, il n'y avait plus d'argent dans les caisses, on met beaucoup de temps à lâcher du lest, on a un endettement majeur. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de mettre en place cette politique de sauvetage lourd, complexe, et surtout, ça a été rappelé par le ministre de l'économie ce matin, très coûteuse, plusieurs dizaines de milliards d'euros, a-t-il dit. Est-ce qu'on a les moyens de cette générosité publique? Oui, en fait, il va falloir, dans l'immédiat, emprunter sur les marchés financiers. Là, la BCE a un rôle, c'est-à-dire qu'elle va dire bon, ok, on finance ce type d'endettement, et après effectivement l'endettement va augmenter. Cela dit, là aussi, il faut rester un peu optimiste. Lorsque la croissance va repartir, alors à ce moment-là, on va pouvoir petit à petit redresser la barre. Bien. Je voudrais vous faire écouter à tous les deux, médecins et professeurs, ce qu'a dit le président du Comité national d'éthique, qui s'appelle Jean-François Delfraissy. Il y a beaucoup de mesures qui sont annoncées, qui sont d'ailleurs parfois défendues par le Comité national d'éthique. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'il dit parce que ça peut ouvrir un nouveau débat. Écoutez. On pense qu'avec ce type de stratégie portée dès maintenant, on va réduire le nombre de formes graves. Mais on peut se trouver éventuellement dans une situation difficile où on serait avec un nombre de lits de réanimation qui serait insuffisant. Donc comment faire un choix? La réponse éthique est de dire ce n'est pas possible. Il faut prendre l'ensemble des patients et leur donner les soins qui sont nécessaires. Et inversement, on a aussi des modalités pratiques qui amèneront peut-être à discuter d'un choix. Donc le CCNE ne rentre pas dans le détail et recommande fortement le fait de la création d'un comité éthique de soutien au niveau régional et au niveau des grandes structures, des grands CHU, des grandes structures hospitalières, composées à la fois de soignants, mais aussi de gens qui réfléchissent à l'éthique, pour aider à prendre une décision extrêmement difficile.
Philippe Juvin, c'est le dilemme cornélien par excellence pour le personnel soignant, pour un médecin. Si tout à coup, demain, les hôpitaux sont submergés, est-ce qu'on va arriver au moment où il faudra choisir quels patients on traite et quels patients on ne traite pas? Je me souviens, il y a quelques jours, des anesthésistes réanimateurs en Italie qui ont déjà alerté le gouvernement italien sur ce problème-là. Est-ce que ça nous pend au nez? Est-ce que ça peut arriver en France? Et d'abord, ce genre de sujet, il arrive tous les jours en médecine. Tous les jours, on se pose la question du niveau d'intensité des soins qu'il faut donner à tel ou tel patient. Donc ce n'est pas un sujet nouveau. On a à le traiter tous les jours de manière individuelle. Donc la réponse, c'est, comme il a dit, on n'a pas à choisir entre des patients. C'est pour ça que, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On augmente considérablement les moyens de réanimation, puisque le problème de cette pathologie, de ce virus, c'est qu'il donne une forme très grave qui est le SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui est une pathologie qui nécessite une prise en charge extrêmement technique avec de la ventilation artificielle, voire plus, de l'épuration du sang, donc des machines complexes qui sont en nombre limité pour pouvoir traiter ces formes graves. Ce qu'on fait depuis quelques jours, chacun dans tous nos hôpitaux, c'est qu'on recense tous les endroits où on va pouvoir mettre des patients, on multiplie ces endroits. Dans l'hôpital où je travaille, on a désormais la capacité d'accueillir 100 personnes dans ces conditions-là, ce qui est considérable. C'est à peu près le nombre, je crois, de patients qui sont actuellement traités sur toute la région. Donc on pourrait. Est-ce que ça sera suffisant? On verra. Et puis, si c'est pas suffisant, on mettra des patients dans les blocs opératoires, puis dans les salles de réveil, puis dans les services d'urgence. Voilà. Écoutez, si on n'arrive pas à soigner notre population, c'est qu'on est devenu un pays sous-développé. Ouais. Professeur Constantin, on n'a pas eu de détails là dans le point qui vient d'être fait par le ministre de la Santé sur les personnes contaminées, les 18 décès supplémentaires. Cependant, il semblerait qu'il y ait une proportion un peu plus importante de sujets, de patients jeunes, en tout cas plus jeunes que pour la grippe. Vous confirmez ça? Non. Je ne confirme pas quand on compare à la grippe. Si on fait simple, la grippe, il y a pas mal de personnes âgées, quelques jeunes. Si on prend la dernière épidémie qui nous a secoué un peu, qui était le H1N1, c'était essentiellement des jeunes, des femmes enceintes. Là, au début, on avait l'impression que c'était essentiellement des personnes âgées ou très âgées, avec beaucoup d'autres maladies, ce qu'on appelle des comorbidités. Effectivement, depuis une semaine, ça se déplace un peu. On a des patients qui sont plus jeunes, qui ont l'air à peu près sains, qui n'ont pas de gros antécédents. On n'a pas d'explication très rationnelle, si ce n'est de se dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont contaminées, et donc probablement, on a, qui passent dans le filtre, des personnes un petit peu plus jeunes. Mais on n'est pas du tout dans le tableau qu'on a eu il y a 10 ans avec le H1N1. On n'a pas des flopées de femmes enceintes qui débarquent en réanimation, des jeunes de 20 ans avec les 2 poumons blancs, un œdème très important. C'est pas le même tableau. C'est pas la même pathogénicité, donc c'est pas la même chose du tout. Après, la capacité de lit de réanimation en France est de l'ordre de 5000 au quotidien. On a fait des plans rapides, on est à 12 000 facilement. Avec un peu de réquisition de personnel, c'est ce qu'on fait en diminuant le programme opératoire, on peut monter à 12 000. S'il faut faire plus, on pourra probablement faire plus. Et on essaiera de s'adapter. Il y a une question que beaucoup de Français se sont posées à l'écoute des mesures annoncées par Emmanuel Macron hier. C'est peut-être une forme de cohérence ou d'incohérence, justement. À vous de me le dire. Hier, on nous disait il faut limiter les déplacements. Aujourd'hui, on a appris plus de rassemblements de moins de 100 personnes. Et on se disait mais pourquoi les transports en commun, eux, doivent continuer à fonctionner? Et on apprend ce soir que la RATP et la SNCF ont prévu dès la semaine prochaine une offre réduite de transport. Donc, en gros, il y aura moins de transports en commun. Est-ce que ça fait partie des décisions qu'il faut prendre, qu'il fallait prendre, à votre avis, justement pour limiter la propagation du virus? Écoutez, ce qu'il faut éviter, d'abord, ce sont les rassemblements de gens dans des endroits clos. Il y a eu cette affaire de Corée. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré qu'une patiente qui était restée dans un service d'urgence pendant 48 heures, confinée, avait été à l'origine de 135, à elle seule, 135 contaminations, dont un tiers de soignants. Pourquoi? Parce que zone confinée. Donc, tout ce qui empêche le confinement est bien. Dans un métro, vous êtes confiné. En même temps, s'il n'y a plus du tout de métro, comment les infirmières viennent-elles travailler? Comment le personnel des hôpitaux vient-il travailler? Comment des patients viennent-ils à l'hôpital? Donc, c'est en fait une balance coût-bénéfice. Il n'y a pas un truc où on vous dira « oui, ça, c'est bien à tout coup ». Et donc, je trouve que la décision... c'est une décision qui est prise aussi parce qu'il va manquer du personnel dans ces entreprises. Beaucoup d'absents. Éric.
Moi, j'ai une question, en fait, sur les gens qui vont rester à la maison avec leurs enfants. Oui. Est-ce que c'est judicieux d'inviter d'autres enfants? Est-ce qu'on peut, j'imagine que non, mais est-ce qu'il faut le dire plus fortement? Est-ce qu'on peut sortir avec ses enfants au parc? Mais à quelle distance on se tient? Enfin, c'est des questions très pratiques, mais il va falloir vivre, et ça va durer plusieurs semaines. Est-ce qu'on va diffuser des messages de santé publique sur la conduite quotidienne à adopter, par exemple, en famille, pour ne pas répandre l'épidémie? D'un mot, s'il vous plaît. Oui, bah, d'abord, être confiné à la maison, c'est quand même sortir acheter sa baguette de pain, dimanche aller voter, aller au supermarché. Donc, en Italie, les gens font la queue à 1 mètre avec des masques. On n'arrête pas la société. Donc il va falloir continuer à travailler. Ce qu'a dit le ministre de la Santé, il a répondu plus ou moins à votre question. Il a dit il faut éviter les rassemblements d'enfants de plus de 10 enfants. Donc le chiffre de 10 a été donné par le ministre de la Santé tout à l'heure. Et il est intéressant. Justement, je vous suggère, mesdames, messieurs, d'écouter tout de suite le ministre de la Santé. C'était aux alentours de 19h20, Olivier Véran, qui faisait un point sur l'épidémie de coronavirus en France. Si nous savons que l'évolution de l'épidémie est rapide et réelle, ses effets sur notre population et notre système de santé peuvent encore être modérés. L'accélération n'est pas qu'une affaire de chiffres ou de courbes. Elle est une réalité que vivent désormais nos concitoyens au quotidien. Une réalité pour nos professionnels de santé en première ligne face aux malades. Une réalité pour nos personnes âgées et fragiles qui vivent dans la crainte et désormais la contrainte. Celle de rester chez elles, celle de limiter leurs contacts, parfois même celle de s'isoler de leurs proches. Une réalité pour tous ceux qui aiment leurs proches et craignent de les voir touchés par l'épidémie. Une réalité pour tous ceux dont l'école est fermée, dont l'activité est bloquée, dont la sortie est annulée ou dont l'ami est confiné. C'est pour toutes ces personnes, fragiles devant l'épidémie, que nous menons une action avec une détermination sans faille. Voilà, notre invité ce soir, je le disais tout à l'heure, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État, chargé des transports. On a appris ce soir que la RATP et la SNCF prévoient une offre réduite de transport la semaine prochaine en raison du coronavirus, car certains de leur personnel ne pourront pas travailler, notamment pour rester chez eux, garder leurs enfants. C'est ce qu'ont dit et la RATP et la SNCF. Pardon de vous poser cette question, mais il y a moins d'une heure, Elisabeth Borne, la ministre chargée de la transition écologique, était sur ce plateau. Elle a semblé prétendre le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer surtout pour la vie quotidienne des usagers de ces sociétés? C'est ce qui importe. En fait, depuis une semaine, nous travaillons avec la SNCF et la RATP pour prévoir la phase 3 d'une manière générale, prévoir comment nous allons gérer l'absentéisme du fait possiblement des personnes malades et du fait effectivement des personnes qui vont devoir rester à domicile pour garder leurs enfants. Et donc aujourd'hui avec la SNCF et la RATP nous avons fait un travail assez fin et la SNCF nous a dit ce soir comptez lundi au maximum sur 20% de personnel absent. Et donc nous avons construit le plan de transport. Il y aura donc au minimum 80% de l'offre, mais je le dis ici notamment s'agissant des TGV. Les personnes qui devaient voyager lundi seront contactées 3 jours avant par SMS, par texto. 3 jours avant, c'est aujourd'hui. 3 jours avant, c'est-à-dire à compter de demain, c'est-à-dire samedi, dimanche, lundi. D'accord. Et ils recevront, quoi qu'il arrive, la proposition d'une offre alternative. Donc 100% des Français qui comptaient voyager sur TGV, sur grande ligne, lundi, pourront voyager. La SNCF s'y engage et communiquera très prochainement. Mais Jean-Baptiste Djebbari, justement, pardonnez-moi d'insister, mais pourquoi est-ce que le ministre de tutelle n'en a pas parlé tout à l'heure? Pourquoi est-ce que sur BFM, il y a 1 heure ou deux, Elisabeth Borne n'a pas évoqué ce sujet? Je dirais même qu'elle l'a presque infirmé, quoi. Vous parlez pas? Non, mais on n'a pas eu le temps effectivement de se coordonner ce soir, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que effectivement les informations soient le plus à jour possible. Nous savions depuis quelques jours que nous allions devoir gérer effectivement l'absentéisme. Le président de la République a rappelé hier le caractère tout à fait essentiel des transports. Et donc, je salue le travail qui a été fait très en détail par la SNCF et la RATP. Donc, en gros, c'est vous qui meniez ces discussions-là avec la RATP et la SNCF, et Mme Borne n'était pas au courant. Évidemment, mais la SNCF, d'ailleurs, comme la RATP, vont continuer à préciser ces postes, ces chiffres demain et après-demain, et communiqueront de façon très très fine
dimanche à 16h, de manière à ce que les Français aient les informations les plus à jour. Toujours pour être concret, vous nous avez dit, dès demain, tous ceux qui devaient prendre un TGV seront informés des plans de transport pour lundi et la semaine prochaine, mais ceux qui sont les usagers habituels de la RATP, métro, bus, etc., comment va-t-on les prévenir? De la même façon, alors vous savez d'abord que lundi, les écoles seront fermées et que nous attendons donc moins de gens dans les transports et que la semaine prochaine ressemblera probablement à une semaine de vacances scolaires en termes d'offres de transport. Mais aucune ligne de métro fermée, donc, aucune ligne de bus fermée. Sur les lignes de métro et les lignes de bus comme les TER et les Transiliens, il y aura aussi une offre adaptée qui sera à minima de 80%, probablement un peu plus. Et là encore, tant la RATP que la SNCF préciseront ces chiffres les jours prochains et donneront des détails très précis dimanche à 16h. Une petite question sur l'Italie. 250 personnes décédées aujourd'hui en Italie, avec vraiment une situation qui inquiète le monde entier. Tous les jours, des milliers de voitures passent la frontière entre l'Italie et la France, dans le sens Italie-France, c'est-à-dire qu'il y a des Italiens du Nord qui viennent très très régulièrement chez nous et ça inquiète beaucoup de Français qui s'étonnent qu'on n'ait pas fermé cette frontière momentanément, quelques jours, quelques semaines. Je rappelle quand même qu'en Italie du Nord, il y a des proportions d'Italiens malades qui sont très très élevées. Je dis ça parce que les gens ne comprennent pas véritablement pourquoi nous n'avons pas agi sur les transports terrestres. Alors moi, je m'entretiens tous les jours, quotidiennement, avec mon homologue ministre des Transports, Paola De Micheli, qui est donc au cœur de la gestion de cette crise en Italie. Depuis le début, vous savez que nous faisons face à la fois à la crise sanitaire, pour laquelle nous mobilisons l'appareil de santé, c'est très bien expliqué par Olivier Véran. Nous pensons d'ailleurs de part et d'autre du récif alpin que les transports sont essentiels à la vie de la nation. Et je le dis, en France comme en Italie, il y a évidemment une réduction des cadences des transports, mais les transports fonctionnent en Italie. Les bus fonctionnent en Italie, les TGV fonctionnent en Italie. Les routes fonctionnent, les ports fonctionnent, simplement il y a moins de monde et l'offre est régulée de cette façon-là. Admettez que ça peut sembler un peu paradoxal puisqu'on voit tous les jours que les Italiens sont limités dans leurs mouvements eux-mêmes à l'intérieur de leur pays, que les avions venant d'Italie n'ont plus le droit d'atterrir en Espagne, etc. Et que chez nous, tous les jours, des milliers de voitures d'Italiens du Nord passent en France, donc ça peut étonner quand même quelques concitoyens. Deux éléments. D'abord, effectivement, il y a réduction de la vie sociale. Ça permet de mieux se protéger, d'éviter les contacts. Et ça renvoie à toutes les mesures individuelles qui sont prises ici et là et qui ont la plus grande efficacité. Et je regardais ce qu'ont fait Hong Kong et Singapour, qui ont été parmi les pays après la Chine les premiers touchés, qui ont pris des mesures strictes de quarantaine et on va dire de réduction de la vie sociale, qui n'ont pas touché au transport, sauf dans les mesures que j'ai déjà évoquées et qui font l'objet de mesures en France, et qui ont été les pays qui, jusqu'à présent, ont réussi le mieux à endiguer ce virus. Donc, je le dis parce qu'on parle souvent de l'Italie ou de nos voisins, et il faut le faire avec beaucoup d'amitié et beaucoup d'humilité, mais en général, et c'est bien le sens des messages qui ont été passés par le DGS et le ministre Olivier Véran, ce qui marche très bien pour réduire la propagation, la vitesse de propagation de ce virus, ce sont les mesures individuelles de protection que nous pouvons prendre. Il faut le faire avec beaucoup de discipline, y compris dans les entreprises. Moi, j'ai mis en place au sein du ministère, effectivement, ces mesures qui permettent de mieux se protéger, d'avoir accès au télétravail, par exemple... Mais pardon, je vous interromps. Allons au bout. Olivier Véran, tout à l'heure, disait qu'il va falloir apprendre à limiter nos déplacements. Vous êtes secrétaire d'État au transport. Est-ce que vous nous dites ce soir que les Français doivent s'habituer pour les jours qui viennent, les semaines à venir, à moins voyager, à prendre moins l'avion, peut-être, à prendre moins le train, à prendre moins tous les transports en commun? Allons au bout des choses. C'est le message que vous envoyez ce soir. Le président de la République l'a dit, et de fait, les Français le font déjà. Quand vous regardez les réservations qui sont prévues dans les prochaines semaines sur le secteur aérien, la baisse est drastique, très très forte. Sur les trajets occasionnels, notamment sur le train et d'une manière générale sur l'ensemble des bus scolaires, vous voyez bien que la réduction est tout à fait massive. Donc ça, c'est la volonté individuelle. Est-ce qu'il y aura des consignes quand même pour le comportement individuel. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y aura des consignes pour justement les pousser encore davantage? Quand les Français ont déjà décidé par eux-mêmes, du fait du contexte et de l'atmosphère, de réduire de 30 à 40% leurs déplacements, c'est un état de fait et c'est d'ailleurs les conséquences que nous devons gérer maintenant pour les entreprises qui, de fait, subissent
la crise sanitaire, qui doit gérer et le choc économique. Et c'est bien là-dessus, sur ces deux pans, que nous construisons. Donc ce soir, vous nous dites qu'en matière de transport, il n'y aura pas d'interdiction, il n'y aura pas de fermeture, on ne supprimera pas des transports, que ce soit terrestre ou aérien d'ailleurs. Je le dis, la restriction, nous allons gérer la pénurie de l'offre, en tout cas l'offre moins abondante du fait de l'absentéisme. Nous annoncions des chiffres tout à l'heure pour la SNCF et la RATP. Et de fait, vous avez vu que, s'agissant des volumes du trafic aérien, ceux-ci sont en baisse de façon tout à fait significative. Et moi, je le dis, il faut à la fois... Cette crise, elle va être profonde. Il faut mener la guerre contre le virus, il faut amortir l'impact économique, et il faut se mettre en position de repartir très vite. Ce que, par ailleurs, font les Chinois, feront les Américains. J'attends avec impatience ce que va dire Donald Trump ce soir, mais il ne faut pas être naïf dans cette crise. Il faut agir très très fort, très très rapidement, y compris au niveau européen, qui a bien des égards à un niveau pertinent, et le président de la République est en pointe sur le sujet, et il faudra être en position, avec nos grandes entreprises, nos PME, de repartir très très fort. Et de la même façon, pardonnez-moi de revenir sur l'Italie du Nord, alors que des pays comme l'Autriche, comme la Slovénie, frontaliers, comme la France de l'Italie du Nord, ont décidé de réglementer, voire même de couper leurs frontières momentanément avec l'Italie, vous continuez à dire qu'il n'est pas question que la France, sur ce registre-là, ferme sa frontière avec l'Italie du Nord. Moi, je le dis, nous avons un conseil des ministres des Transports mercredi matin. Il y a une solidarité totale avec l'Italie. Le virus, il circule. Et qu'importe que certains décident aujourd'hui ou demain de fermer les frontières, la solution, dans un grand espace de vie commune comme l'est l'Europe aujourd'hui, avec la libre circulation des personnes, elle se trouve au niveau européen, en grande partie. Ce sera l'objet à la fois des discussions mercredi, ce sera l'objet de l'initiative qu'a pris le président de la République sur la restriction ou les restrictions possibles à l'échelle de l'espace Schengen. Et je crois que c'est de cette façon-là, en solidarité, en unité, que nous arriverons à avoir des résultats efficaces sur le plan sanitaire. Juste une dernière question très rapidement. 72%, c'est notre sondage ce soir. Elab, Berger-Levrault, 72% des Français sont favorables au maintien des transports publics, mais près des 2/3 sont inquiets à l'idée de les utiliser. Vous leur dites ce soir, on peut, en toute sécurité sanitaire, utiliser les transports en commun ? Je leur dis deux choses. D'abord, protégez-vous vous-même avec discipline. C'est la meilleure des protections. Et je le dis, les entreprises de transport sont extrêmement sensibles au sujet sanitaire. Ils prennent toutes les précautions. Ils désinfectent les rames. Ils font absolument tout ce qui est possible de faire sur le plan humain et matériel pour que les Français puissent se déplacer en sécurité. Merci. Jean-Baptiste Djebari, merci d'avoir regardé pour BFM TV votre première réaction à toutes ces mesures et puis à la gestion de cette crise. Vous restez avec nous dans un instant. On va parler de Donald Trump. Il va s'adresser en direct dans quelques instants au peuple américain. Pour leur dire quoi ? Pour ça, il faut rester dans Brunet Neumann. À tout de suite.